Je viens d'avoir une réflexion en vous entendant parler de l'état de droit, à la fois au niveau national et international. Souvent, les valeurs ne passent pas forcément du domaine intérieur au domaine international. L'universitaire américain John Hers a écrit, je crois que c'était en 1950, ou peut-être 52, que plus les pays sont démocratiques à l'intérieur, plus ils ont tendance à résister à la démocratie sur la scène internationale, parce qu'ils se perçoivent comme porteurs de meilleures valeurs et qu'ils veulent protéger ces valeurs contre la règle de la majorité. Ça peut sembler étrange, mais d'une certaine manière, ça se tient. C'est une résonance entre les deux domaines. Vous avez tout à fait raison. Et les États-Unis, bien sûr, ont toujours défendu avec acharnement leur propre souveraineté, tout en piétinant celle des autres. Nous ne faisons pas partie des grandes institutions internationales, comme la Cour pénale internationale, par exemple. Et nous violons à répétition les principes mêmes que nous prétendons défendre pour l'ordre international. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas que des étrangers nous disent quoi faire. Eh bien, nous, en revanche, nous disons aux étrangers quoi faire, j'imagine. Mais les étrangers, de plus en plus, n'en tiennent plus compte. Et c'est tout à fait le cas de M. Netanyahou et du gouvernement israélien. Nous verrons bien ce qui se passera là-bas. Je viens d'avoir une conversation avec l'ambassadeur Jack Matlock et il faisait remarquer que la raison pour laquelle les États-Unis s'opposaient si farouchement aux Soviétiques, ce n'était pas parce qu'ils étaient communistes, ils pouvaient bien choisir ce système pour eux-mêmes, mais parce qu'ils cherchaient à l'imposer aux autres. Et il disait, aujourd'hui, c'est nous qui sommes devenus idéologiques. C'est nous qui essayons d'imposer notre modèle de gouvernement à tous les autres pays en poursuivant cette idée de souveraineté limitée. C'est intéressant, parce que l'idéologie d'une puissance hégémonique peut s'accompagner de principes qui, au fond, favorisent une forme d'inégalité souveraine entre les États. Mais je voulais aussi aborder la question du Liban, parce que vous avez mentionné qu'Israël semblait avoir un objectif. Pour ma part, j'y vois essentiellement une volonté d'occuper massivement le sud du Liban, vu les villages qu'ils détruisent, et disons-le, la manière assez ouverte dont ils en parlent. Comment voyez-vous la stratégie évoluer maintenant que le cessez-le-feu au Liban est lié à celui avec l'Iran? Eh bien, évidemment, le gouvernement israélien est très frustré, surtout à cause de l'intervention de Donald Trump et de la manière dont il l'a annoncé, de façon unilatérale sur les réseaux sociaux, sans aucune concertation avec les Israéliens. On peut supposer qu'il y a eu une communication privée avec Israël pour appuyer cette position, peut-être même en menaçant de couper les livraisons d'armes pour cette invasion. Mais ça, c'est une hypothèse. Bref, avant de parler du Liban, je voudrais d'abord dire un mot sur la politique étrangère à caractère messianique. Je pense que Jack Matlock a raison, mais il est tout aussi vrai que pendant la guerre froide, nous avions nous aussi une approche messianique, au moins sur le plan rhétorique. Nous avons essayé d'exporter à la fois la démocratie et le capitalisme vers des régions du monde qui venaient d'être libérées du colonialisme. Il y avait une vraie compétition entre nous et les Soviétiques. Et au final, c'est notre modèle qui s'est révélé meilleur. Francis Fukuyama a sans doute un peu exagéré quand il a affirmé que l'histoire était terminée, mais il y a bien eu une rupture, un moment charnière, un tournant quand le système soviétique s'est effondré sous le poids de ses propres défauts. Mais je dirais que depuis nos débuts, les États-Unis ont toujours eu une dimension messianique, une volonté constante d'exporter leurs valeurs. Nous avons commencé par une révolution, puis au fil des siècles, nous avons continué à insister pour que les autres fassent les choses à notre manière, parce que nous la jugions supérieure. Je ne vais pas entrer dans le détail de l'histoire des missions religieuses dans des pays comme la Chine,
Mais tout cela fait profondément partie du caractère américain. Je pense que l'un des grands moments de notre histoire diplomatique, c'est quand, dans le communiqué de Shanghai publié par Zhou Enlai et Richard Nixon le 28 février 1972, nous avons affirmé que les États-Unis et la Chine avaient des valeurs, des systèmes socio-économiques et des idéologies fondamentalement différents, mais que cela ne devait pas empêcher notre coopération sur des sujets d'intérêt commun. C'est ça, une vraie approche diplomatique. Et j'aimerais vraiment qu'on l'applique encore aujourd'hui. Concernant le Liban, d'abord il s'agit d'une discussion entre un gouvernement libanais essentiellement illégitime et Israël. Je dis essentiellement illégitime parce que ce gouvernement est organisé selon les lignes confessionnelles que les Français ont imposées au Liban pendant la période coloniale. Alors le président est toujours un chrétien maronite, le président du Parlement est toujours chiite, et ainsi de suite. Mais la démographie du Liban a profondément changé, et aujourd'hui les chiites sont majoritaires. La principale force de la politique libanaise et la plus représentée au Parlement, c'est le Hezbollah. Ce n'est pas seulement une armée, c'est aussi un mouvement politique, un parti avec une autorité considérable. Et à bien des égards, c'est un mouvement fasciste. Je ne l'apprécie pas beaucoup. C'est en quelque sorte un État dans l'État qui assure de nombreuses fonctions pour ceux qui dépendent de lui, des fonctions que le gouvernement n'est pas capable d'assumer. Mais parmi ces fonctions, il y a la défense du Liban en tant qu'État contre l'agression israélienne, une tâche que l'armée libanaise est incapable de remplir. Alors, ce qu'on a ici, c'est une discussion entre plusieurs acteurs, mais bien sûr, le Hezbollah n'en fait pas partie. Il a rejeté ces pourparlers en disant qu'ils sont illégitimes et qu'il ne s'y conformera pas. Évidemment, il profitera de tout ce qui pourrait en sortir si l'occasion se présente. Mais au fond, on a un gouvernement libanais menacé par le Hezbollah à l'intérieur même du pays. Et autrefois, il gérait cette situation en se rattachant à l'Iran, dans une sorte de sphère d'influence dirigée par l'Iran et le Hezbollah. Aujourd'hui, il essaie de remplacer l'Iran par Israël, en gros de rallier Israël contre le Hezbollah. Et les objectifs d'Israël sont très clairs. Ils veulent détruire le Hezbollah, l'anéantir. Et en faisant cela, ils élimineraient tout obstacle à leurs opérations militaires au Liban. Et c'est très clair que dans le sud du Liban, ils ont fait sauter tous les ponts au-dessus du fleuve Litani et d'autres rivières, coupant ainsi le sud du pays du reste du Liban. Ils appliquent à cette région le modèle de Gaza, détruire les infrastructures, tuer toutes les personnes qu'ils peuvent atteindre et pousser les habitants à fuir. Mais, contrairement à Gaza, les Libanais ont un endroit où aller. Vous savez, on a entendu des déclarations vraiment inquiétantes, choquantes même, de la part de gens comme Jared Kushner, qui disaient en gros « Pourquoi ne pas simplement raser une partie du désert du Negev et y déplacer tous les Gazaouis ?» Mais la réalité, c'est que les Gazaouis sont restés sur place. Les Libanais, eux, sont partis. Et maintenant, ils reviennent. Et en fait, Israël a mis en place un équivalent de ce qu'on appelle la ligne jaune à Gaza, une frontière invisible, et il tire sur les gens qui la franchissent parce qu'il les déclare terroristes. Parce que sinon, pourquoi traverseraient-ils la frontière ? Je veux dire, ils doivent bien avoir quelque chose de louche en tête. Peut-être qu'ils essayent simplement de rentrer chez eux. Mais bref, ce qu'on voit dans le sud du Liban, c'est une répétition de Gaza. Et ça devrait faire réfléchir parce que ça montre que Gaza n'était pas une exception. C'est un modèle qu'Israël semble vouloir appliquer à d'autres zones qu'il choisit d'annexer. Et bien sûr, c'est un État à part, sans frontières définies, sans limites reconnues, en expansion constante. Ça ne correspond pas vraiment à la définition habituelle d'un État.
Le Liban, c'est un sérieux avertissement à bien des égards. Mais ce qui va s'y passer, à mon avis, c'est qu'on va assister à une répétition de Gaza. Autrement dit, un faux cessez-le-feu va amener Israël à exiger que tout le monde cesse le feu, pendant qu'il continuera, lui, à tirer et à poursuivre ses objectifs stratégiques. Et ça, très probablement, va provoquer une sorte d'affrontement entre l'administration Trump et Israël, ou, plus vraisemblablement, la capitulation de Donald Trump face à ses conseillers israéliens. Voilà ce que je vois venir. Mais je reviens sur un point. La proclamation d'un cessez-le-feu et le fait qu'elle semble s'accompagner d'une certaine menace envers Israël représente quand même une victoire pour l'Iran, parce que cela renforce son exigence d'une paix globale à l'échelle de la région, et pas simplement d'un cessez-le-feu ou d'une trêve entre lui et les pays qui l'ont attaqué. Oui, j'ai vu le message de Trump, où il insistait en disant, eh bien, qu'il leur avait dit qu'il devait y avoir un cessez-le-feu au Liban et en Israël. Quelque chose du genre. Mieux vaut suivre ce que je leur ai dit. Je ne sais pas si c'est pour casser un peu le récit selon lequel les Israéliens le contrôlent, pour montrer une forme d'autonomie ou de pouvoir, ou si c'est une vraie menace. Peut-être un peu des deux. C'est un signe, Glenn, de sa volonté désespérée de sortir du bourbier qu'il a lui-même créé dans cette guerre avec l'Iran. Une guerre où, en gros, il s'est engagé pour mettre en œuvre les objectifs israéliens. Il n'y a jamais eu d'objectif américain clair dans ce conflit. C'est parti dans tous les sens. Et maintenant, il veut en sortir. Comme je l'ai déjà dit, sa formation dans l'immobilier à New York reposait sur deux principes. Le premier, c'était qu'on faisait des affaires par la contrainte, par l'intimidation. On menaçait de ruiner ou de faire faillite son partenaire potentiel. Et c'est comme ça qu'on obtenait un accord. C'était la leçon de Roy Cohn à Donald Trump. Tu n'acceptes jamais la défaite, tu ripostes toujours. Tu ne tiens aucun compte des faits. Tu inventes des faits parce que le tribunal de l'opinion publique compte plus que dans le contexte de l'immobilier new-yorkais à l'époque, la réalité elle-même. Malheureusement pour Donald Trump, ce n'est pas vrai à l'échelle internationale. La réalité reste la même si on la décrit mal ou qu'on fait semblant de ne pas la voir. Le deuxième élément de sa formation, c'est que quand on a des ennuis, on déclare faillite et on s'en va sans aucune obligation. Et c'est exactement ce qu'il aimerait faire avec le Golfe Persique. C'est pour ça que je suis tellement surpris qu'il n'ait pas eu l'intelligence d'accepter l'ouverture du détroit par l'Iran comme une victoire. Ça aurait été l'excuse parfaite pour dire « Je les ai intimidés, j'ai imposé ma volonté, ils ont dû ouvrir le détroit, c'est un grand succès. Donnez-moi le prix Nobel de la paix, qu'un Norvégien m'invite à Oslo, et ainsi de suite. » Mais il ne l'a pas fait, ce qui laisse penser que ses conseillers israéliens continuaient à orienter la politique. Donc on retourne probablement à la guerre. Alors, maintenant, c'est quoi exactement un cessez-le-feu? Eh bien, il est peu probable que cela débouche sur un véritable accord de paix, je suppose. Pas très probable, non. Mais vous savez, l'une des choses les plus étonnantes dans les montagnes russes que nous vivons avec cette guerre, c'est la crédulité de tant de gens. Regardez la capacité de Trump à manipuler le marché. C'est vraiment extraordinaire. Et cet optimisme naïf, cette idée que le meilleur est sur le point d'arriver simplement parce que Donald Trump l'a annoncé, c'est assez incroyable. Je n'ai jamais rien vu de tel. Et pourtant, je ne suis qu'un petit investisseur. Après avoir quitté le gouvernement sans un sou, j'ai essayé de redresser un peu la situation avec un certain succès. Donc je suis les marchés de près et ils sont clairement manipulés par cet homme charismatique, un peu fou, peut-être même plus qu'un peu, qui se trouve à la Maison-Blanche.
J'ai encore du mal à croire que j'ai réussi à faire baisser le prix du pétrole de 15 $ simplement en affirmant, plus ou moins, que les Iraniens avaient capitulé sur le détroit d'Ormuz. C'est quand même assez incroyable. Après toutes ces années, les gens continuent de croire à ces paroles. Les Iraniens ont même dû réagir en disant que la réalité ne se construit pas sur les réseaux sociaux, mais sur le terrain. Ce que dit Trump, ce n'est pas la réalité. Ils ont un peu balayé ça d'un revers de main, et pourtant le marché reste beaucoup trop optimiste, voire carrément crédule. Bref, un dernier mot avant qu'on conclue. Non, je crois que j'en ai déjà dit assez pour me faire pendre. Je vous souhaite le meilleur et je vous encourage à continuer ce bon travail qui consiste à donner la parole à des gens qui, moi mis à part, savent vraiment de quoi ils parlent. Eh bien, merci encore d'avoir pris un peu de temps en ce samedi. À bientôt.